Europe 1, il est 8h35, l'heure de la revue de presse. De l'UMP à la SNCM, c'est la revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Jean-Philippe, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, il faut se rendre à l'évidence, il va falloir se serrer la ceinture. Le Monde, budget, le plan de rigueur sans précédent de Hollande. Les Échos, nouvelle cure de rigueur pour le budget de l'État. Et dans nos porte-monnaies aussi, c'est marée basse. Aujourd'hui en France, gaz, électricité, les factures vont encore augmenter. Mais il y a ceux qui luttent encore et toujours pour ne pas affronter le réel. Le Figaro, Marseille, comment la CGT a coulé la SNCM. Nice matin, SNCM, le grand n'importe quoi. Enfin, la Croix pose la question qui fâche. Pourquoi tout réussit à l'Allemagne ? Ça ne s'arrêtera donc jamais, l'UMP, encore dans vos journaux ce matin. Oui, évidemment. Alors, il y a quelque chose d'un peu pathétique, justement, à voir le feuilleton quotidien, les chiffres, les révélations, les petites phrases, et puis les fantômes. En une de Libération, 3 lettres rouges, UMP, et le reste en noir, la menace Sarkozy. Avec ce constat, il y a désormais au sein du parti de droite une frange de militants qui a totalement décroché de la réalité. Ceux qui attendent le retour du chef, du sauveur, de l'homme providentiel. Alain Auffret cite tous ces députés de droite qui, sous couvert d'anonymat, décrivent la catastrophe que serait une reprise en main du parti par l'ancien président. L'un se demande comment on peut se résigner au retour d'un homme qui s'est à ce point affranchi de la loi électorale au mépris des institutions. Un autre avoue, on était anisé. On n'a pas envie d'abîmer encore plus. Et puis, dit-il, les militants ne sont pas prêts à entendre. La frange sarkozyste fait beaucoup de bruit, constate un filloniste. C'est une secte. Mais ce n'est pas tout à fait l'UMP dont il ne se rassurait. Sauf que face à la secte, il y a François Fillon et Alain Juppé, ça n'aide peut-être pas à renverser l'enthousiasme. Alors pour les sarcolâtres, ce matin, eh bien, il y a un petit cadeau. C'est dans Paris Match. Ça s'appelle « La face cachée de Nicolas Sarkozy ». Entretien sur la littérature avec Jean-Marie Rouard de l'Académie française. Alors on commence par une petite introduction de l'académicien, je vous commence l'article. La veille d'Austerlitz, Napoléon réunit ses officiers. Devant son auditoire stupéfait, il se met à parler de Corneille, de Racine, de Sophocle. J'ai éprouvé la même impression pendant les 2 heures que j'ai passées avec Nicolas Sarkozy. Oui, Nicolas Sarkozy, l'homme qui trouvait que la princesse de Clèves et la culture générale, ça ne servait pas à grand-chose. Bon, d'ailleurs, il s'en explique, puisque, en fait, comme il s'agit de rectifier l'image de l'homme qui ne lit pas, on aborde tous les sujets, donc il explique que, de fait, il n'aime pas ce roman, qu'il a bien sûr lu plusieurs fois. Parce que vous avez remarqué, les classiques en littérature, on ne les lit pas, on ne les lit jamais, on les relit toujours. Donc, garder ma liberté de penser, explique-t-il, était ma façon de respecter la princesse de Clèves. Les adeptes de la secte, à mon avis, vont se pâmer. Également dans vos journaux ce matin, après le sigle UMP, un autre sigle SNCM. Oui, toute la presse commente ce matin le conflit qui coûte, nous dit le Figaro, 1 million d'euros par jour et 250 000 touristes à la Corse. Mais il n'y a pas que la presse libérale pour déplorer une situation ubuesque. La SNCM, écrit Patrice Chabanet dans le journal de la Haute-Marne, c'est le mistigris que se refilent les gouvernements successifs. Et comme ses prédécesseurs, l'actuel gouvernement a flotté, comme on l'a vu hier, où l'on est passé en quelques heures d'un langage ferme de la part du Premier ministre à la proposition d'un moratoire. Tant mieux, lance Jean-Marcel Bougreau dans La République des Pyrénées, tant mieux si les salariés de la SNCM gagnent bien leur vie. Mais vient un moment où il n'est pas raisonnable de penser qu'une entreprise doit être à l'équilibre pour exister. Où il n'est pas déraisonnable, de penser qu'une entreprise doit être à l'équilibre pour exister. La SNCM doit arrêter de naviguer vers son naufrage. L'explication de tout cela, on la trouve peut-être dans les Échos. Le journal nous explique comment les dernières études internationales sur le niveau des élèves français démontrent une inculture crasse en matière financière. Les jeunes Français sont incapables de lire une feuille de salaire ou de comprendre le fonctionnement de la bourse. Mais à 2000 milliards de dettes, il y a peut-être quelques décennies déjà que nos politiques eux-mêmes sont atteints de ce mal, non ? Et Natacha, vous avez lu aussi dans la presse ce matin un article qu'on aurait pu appeler « La jeune femme et la maladie orpheline ». Mais oui, il y a des articles dont la lecture nous touche profondément et celui-ci est un portrait en dernière page du Figaro. La très belle jeune femme en photo s'appelle Karen Ayash. Elle est brillante, elle est diplômée de l'ESSEC. Mais un jour, des médecins lui annoncent que sa fille est atteinte d'une maladie orpheline qui entraîne une espérance de vie inférieure à 20 ans et pour laquelle il n'y a pas de traitement. Mais Karen Ayash ne se résigne pas, elle remue ciel et terre, lève des fonds et crée une entreprise de recherche sur la thérapie génique. Les premiers essais ont été lancés.
Alors les premiers traitements sont expérimentés actuellement et même s'ils arrivent trop tard pour sa fille à elle, Karen Ayache est en train de changer la vie de nombreuses familles et d'apporter l'essentiel, l'espoir. Et toujours dans la presse, le football. Mais oui, alors ça c'est dans le dernier numéro de Causeur. Alors dans ce dernier numéro, il y a bien sûr le passionnant dossier de une, la France contre Paris, autour du jacobinisme français, de la révolte contre les élites. Et derrière ça, évidemment, la question de l'identité et des identités. Et puis il y a cette interview du philosophe Jean-Claude Michéa commentant le mondial. Alors lui, le passionné de foot qui défend le football d'Arte contre le football des resultados, et là aussi, figurez-vous, on parle d'identité face à la logique libérale qui les efface, on parle de morale, on parle d'école. Je vous cite cette phrase: à partir du moment où l'école n'a plus d'autre objectif que de former la main-d'œuvre compétitive requise par le marché mondial, Victor Hugo n'étant plus qu'un dead white European man male comme les autres, on peut compter sur les doigts de la main les formes de culture populaire encore capables de proposer une traduction plausible de ce sentiment d'appartenance à un monde commun, sans lequel toute société ne serait plus qu'une agrégation d'individus sans lien et n'ayant pour mobile que l'impulsion égoïste. Il se trouve que l'univers traditionnel du football, dit-il, répond toujours à ces critères. Eh bien oui, on parle aussi de politique, et en tout cas bien plus qu'à l'UMP. À mon avis, on va en parler aujourd'hui, les lunettes de François Hollande. Mais oui, le Parisien nous apprend que dans le cadre du nouveau plan de communication d'Arnaud Montebourg pour promouvoir le Made in France, François Hollande, lui, a provoqué un psychodrame. D'ailleurs, c'est même en une de Presse Océan avec une photo d'un homme portant des lunettes. Ces lunettes sont pour Hollande. Oui, figurez-vous que les fameuses lunettes, celles qui ont été plus commentées que la politique du président, sont de marque danoise. Drame. Du coup, 2 entreprises françaises viennent de lui en envoyer pour lui prouver leur savoir-faire. Une en écaille et une autre paire rectangulaire rouge et bleu. Ça, vu le ton de l'article, les couleurs sont moins faciles à porter, mais c'est quand même dommage. Avoir autant de paires de lunettes et aussi peu de vision. Elle voit clair chaque matin. C'est la revue de presse de Natacha Polony. À demain, Natacha. À demain.